Charles Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes biézois, conseiller régional sortant, vous faisiez partie donc des 12 élus verts de la région. Pas d'alliance avec le PS, vous voulez affirmer vos différences, est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, alors, en fait, on veut simplement réécrire la même histoire qu'en 2010. En 2010, nous étions en autonomie, et c'est parce que nous étions en autonomie au premier tour et que nous avions présenté la singularité de notre projet devant les électeurs que nous avions refait un score tout à fait important, puisque nous avions fait 12%. Et donc, nous avions ensuite établi un contrat de gouvernance avec le Parti socialiste et avec le Front de gauche, qui nous a permis de peser, pendant cette mandature, de peser sur les politiques de la région, de verdir les politiques de la région, comme c'est jamais arrivé finalement dans ce territoire. Pour nous, en se présentant de manière autonome, c'est d'abord présenter nos idées qui sont singulières, notre projet qui est différent des autres projets, et c'est pouvoir établir, le cas échéant, un rapport de force qui nous permet ensuite, dans un contrat de gouvernance, d'apporter réellement notre contribution aux politiques régionales. Le contrat que vous avez passé a bien fonctionné? Globalement, je dirais que le bilan n'aurait pas été le même si j'avais été président ou Jean de Laverne avait été président de la région. Mais globalement, cet accord a été respecté par François Baudot, avec qui on a plutôt bien travaillé. Mais nous avions aussi acté des points de désaccord dans ce contrat, et ces points de désaccord restent des points de désaccord. On peut les savoir? Oui, bien sûr, on avait des points de désaccord, notamment pour ce qui concerne les aéroports. Pour donner un exemple, pour nous, il est hors de question de financer des aéroports et à travers ça, des compagnies low cost, qui sont des compagnies moins-disantes sociales, qui bafouent le droit social pour tirer les prix vers le bas, alors qu'elles font des bénéfices extraordinaires. C'est un exemple, mais on avait aussi des désaccords sur la question du nucléaire, sur des questions économiques. Voilà, et ces désaccords restent, et c'est aussi pour ça qu'on se présente avec notre projet. Christine? Alors, Charles Fournier, comment avez-vous choisi vos candidats? Il y a 3 sortants sur la liste, si je ne me trompe pas. Vous-même, Jean-Philippe Grand et Michel Rivet. Est-ce que ça veut dire que les autres ont démérité? Absolument pas. Dans nos candidats, si je prends les exemples de Jean de Laverne, il avait fait déjà 2 mandats. Et chez nous, c'est une règle. Et donc, il a considéré qu'il avait fait son temps. Et d'ailleurs, il a fait un travail tout à fait extraordinaire dans cette mandature et dans la précédente. Gilles Deguet, un cas particulier, il avait dit « je fais un seul mandat ». Mon éthique, je la mets encore plus loin que l'éthique de notre mouvement. D'autres ont souhaité ne pas repartir, comme Chantal Reboux, qui est maintenant maire adjointe à Blois, et un seul mandat, ça suffit. Voilà, donc si vous regardez tous les départs, finalement, ce sont des départs volontaires, à part quelques-uns, mais vous avez vu que ça a un peu animé la presse, mais pas longtemps, quelques départs de personnes qui ont rejoint l'UDE et qui aujourd'hui ne sont pas candidates et pas présentes dans cette campagne. Et sur le choix donc, des nouveaux candidats? Alors, on s'était fixé plusieurs principes. On considère qu'on est dans un temps de crise démocratique et qu'il y a un enjeu fondamental dans cette élection, c'est de parler de la démocratie. Et pour ça, nous, on souhaitait avoir une liste citoyenne. Et notre liste est composée à 45% de citoyens non engagés dans un parti politique, le reste étant des militants de Nouvelle Donne et d'Europe Écologie Les Verts. Et ça, c'est très important parce que ça permet de rapprocher aussi les citoyens de la vie politique. Il ne s'agit pas simplement de travailler avec eux à l'élaboration du programme, mais aussi de les impliquer directement dans nos listes. Et ces citoyens, c'est des citoyens engagés dans la vie associative, dans les syndicats, dans leur vie professionnelle. Et tout ça, ça apporte évidemment une forme d'expertise, l'expertise du quotidien, l'expertise d'usage qui est essentielle au moment où finalement les gens se sentent éloignés de la vie politique. Au niveau de vos candidats, ils viennent où socialement? On a un peu de tout, parce que souvent, évidemment, on interroge la composition. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvriers? Est-ce que de professeurs? Voilà. Pas tant que ça. On a beaucoup d'agriculteurs, mais c'est pas étonnant. C'est une question qu'on porte extrêmement fortement. Donc, dans tous les départements, on a des agriculteurs. On a des gens qui travaillent, par exemple, dans des coopératives d'éco-construction. On a des demandeurs d'emploi. On a des salariés. On a des ouvriers. Il y a une vraie diversité dans notre liste. Et puis, évidemment, on a quelques enseignants, mais c'est pas ce qui domine. Christine? Alors, pourquoi n'avoir pas présenté au premier tour une liste commune avec le Front de gauche? Vous avez entamé des négociations, ça n'a visiblement pas duré très longtemps. Pourquoi est-ce que ça a échoué? Alors, il faudrait distinguer à l'intérieur du Front de gauche toutes ces composantes, puisqu'on a discuté beaucoup plus longtemps avec le Parti de gauche et Ensemble, avec qui on avait des lignes extrêmement proches. Avec le Parti communiste, ça a tourné court. Pour autant, je pense qu'il y a des choses qui évoluent au sein du Parti communiste, mais il reste des points qui sont des points de fracture pour nous. Évidemment, la question du nucléaire. Évidemment aussi
aussi une vision de l'économie que nous ne partageons pas totalement, une vision du progrès, par exemple, le progrès qui répondrait demain à toutes nos difficultés. Nous, on pense qu'il y a une lecture écologique du progrès qu'il nous faut avoir. Et puis des questions aussi sur la manière de constituer les listes. Moi, Nicolas Sansu m'expliquait qu'il ne fallait pas que nous choisissions leurs candidats. Moi, c'était pas ça. Je voulais poser des principes pour élaborer notre liste. Et par exemple, non-cumul des mandats, non-cumul dans le temps, non-cumul dans l'espace. Pour eux, c'était pas possible. Voilà, les choses se sont arrêtées là. Et puis, je dois dire aussi, mais même si ça se dépasse sans difficulté, que ça s'est un peu passé par voie de presse et qu'il aurait été mieux qu'on en parle un petit peu plus directement. On va revenir un petit peu à la région, Christine. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les aéroports 2017, donc fermeture de la BA à Tours. Il va y avoir... position, vous êtes président de la région, qu'est-ce qu'on fait ? On a 2 aéroports, qui est en fermeture à Tours. Il y a Châteauroux, 2 pôles, on ferme tout Non, moi je ferme pas tout. Châteauroux, je maintiens toutes les activités de maintenance aéronautique, c'est essentiel. Nous avons besoin, et je pense que l'aéroport de Châteauroux se développera plutôt autour de ces activités-là. Par contre, pas de financement public pour ce qui relève du transport aérien des compagnies low cost. Ça, c'est un véritable scandale. Nous finançons des sociétés qui font des bénéfices extraordinaires et qui, par ailleurs, sont des compagnies qui ne respectent pas le droit du travail ou qui font un usage abusif du droit du travail. Par exemple, Ryanair, les pilotes Ryanair, il faut le savoir, sont des auto-entrepreneurs mis à disposition par une boîte d'intérim et doivent payer pour pouvoir être pilote une licence qui coûte près de 30 000 euros. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Et donc pour nous, 0 € pour financer les aéroports et à travers ça, ces compagnies. On parle des aéroports, c'est aussi une pomme de discorde avec les socialistes au niveau national. Voilà, Notre-Dame-des-Landes est un sujet épineux et difficile. Est-ce que ce type de question serait susceptible de remettre en cause une alliance avec le PS au 2e tour, localement Dans la région Pays de Loire, oui, certainement. C'est une question qui va poser des problèmes. Dans notre région, c'est pas le sujet de Notre-Dame-des-Landes, même si moi, j'avale assez difficilement qu'au moment des élections régionales, mais aussi au moment de la COP 21, que ce sujet soit remis sur la table, je trouve que pour le moins c'est une maladresse et au pire c'est une volonté de nuire à d'éventuels contrats de gouvernance qu'on pourrait mettre en place demain. Nous, ici dans la région, on sera sur les questions de région. Donc on aura un certain nombre de points à mettre sur la table dans la perspective d'une éventuelle fusion. Il y aura des lignes rouges, il y aura des sujets qu'il ne faut pas dépasser, mais j'imagine que c'est exactement la même chose pour le Parti socialiste et pour le Front de gauche, et c'est ça qui sera mis sur la table. Ce qui est important pour nous, c'est que le contrat soit un contrat d'idées. Il y aura évidemment des règles de fusion, mais on doit se mettre d'accord sur la politique qui sera menée demain, et si possible, respectant les règles de la proportionnelle, y compris sur les idées. Il faut qu'il y ait des idées de notre liste dans le programme qui sera porté demain devant les électeurs. On va revenir un petit peu au niveau de la région. Le transport, quel est votre projet sur le transport ? On développe les voies ferrées ou on développe le routier ? Alors 0 € pour les routes, moi je trouve assez, d'ailleurs assez scandaleux et si peu précis de la part de M. Vigier de nous expliquer qu'on va faire des routes sans dire lesquelles. Ça reste quand même aujourd'hui d'une imprécision incroyable. Et puis surtout, c'est pas la compétence de la région. Les routes, c'est les départements, c'est le niveau national. Nous avons suffisamment de routes dans cette région. Par contre, on a un réseau ferroviaire dans un état déplorable. 5 des 12 lignes malades vues par la SNCF traversent notre région. Pendant ce temps-là, on continue à investir dans le tout TGV, on continue à investir dans les routes et on a un réseau ferroviaire qui se dégrade. Et je ne vous parle pas du fret ferroviaire. En ayant abandonné l'écotaxe, on a abandonné l'autoroute ferroviaire qui devait traverser notre région. Vous savez le problème du transit international dans notre région, c'est une catastrophe. Tous les problèmes ici dans l'agglomération orléanaise, par exemple, des camions qui sont en transit, qui nous conduisent à envisager des investissements complètement fous, comme un pont à Jargeau à 100 millions, pour détourner les camions. Ça, c'est plus possible. Et donc, évidemment, il faut faire pour le train, les trains du quotidien, et ça, c'est notre priorité absolue. Donc la ligne Chartres-Orléans, entre autres. La ligne Chartres-Orléans, Orléans-Châteauneuf. Mais je dirais qu'en plus de ça, nous, on a travaillé pendant la mandature, et j'ai travaillé beaucoup sur ce dossier pendant 2 ans, sur une alternative au Paris-Orléans-Clermont-Lyon, qui est une aberration économique, une aberration environnementale, une aberration d'aménagement du territoire. Et cette alternative, elle repose sur des lignes essentielles dans notre région. Paris-Nevers, qu'on est en train d'abandonner. Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, une ligne historique qu'on aurait dû moderniser, mais grâce à M. Raffarin et pour faire Poitiers-Limoges, on l'a abandonné. Et puis la ligne Nantes-Lyon, qui en 2 décennies met plus de temps à aller de Nantes à Lyon qu'elle en mettait avant, et il y a de moins en moins d'allers-retours. Ça, c'est pas possible. Et ces 3 lignes, elles structurent notre région. Il faut les soutenir, il faut investir pour les remettre en état. Alors, moi, je voulais revenir sur le sondage
qu'il y a eu au niveau régional et qui vous donnait 5% des voix. Est-ce que ça vous inquiète? C'est moins que lors des dernières régionales. Alors, je pense qu'avec les sondages, il faut limiter le nombre de commentaires, qu'ils soient bons ou pas bons. Parce qu'un sondage, c'est pas la prédiction de l'avenir, c'est un bruit. Et ça fait beaucoup de bruit, particulièrement dans les médias. Et c'est normal, c'est votre responsabilité, mais ça ne dit pas nécessairement la réalité. Par contre, ça peut parfois l'influencer, la réalité. Si, néanmoins, puisque vous me posez la question, évidemment, ce sondage ne nous place pas dans les mêmes conditions qu'en 2010. Mais en même temps, ça ne ressemble pas tout à fait à ce que je perçois sur le terrain. C'est déjà une première chose. Et puis les bases de ce sondage oubliaient par exemple que nous avions une alliance avec Nouvelle Donne. Si je regarde les dernières européennes, nous n'étions pas au mieux non plus. On a fait 7% dans cette région et Nouvelle Donne 3%. Avec plein d'autres listes, il y avait plein de petites listes. Voilà, je ne dis pas qu'on fera 10%, je n'en sais rien, mais en tout cas, nous, la dynamique est bonne, et moi, je me concentre sur le fait qu'il y ait un débat projet contre projet. Nous, on a des propositions, on y travaille depuis 1 an, et c'est ça qui est ma priorité. Oui, il faut rappeler que pour fusionner au deuxième tour, il faut faire un minimum de 5% des voix, donc ce seuil est évidemment capital. Alors, puisque vous évoquez un contexte général, est-ce que, par exemple, le fait qu'on discute en ce moment de la COP21 peut vous servir en décembre, on sera en plein dedans? Moi, je pense que ça nous sert si on arrive à démontrer que la cohérence par rapport à ces questions, c'est nous. D'ailleurs, si vous allez regarder les programmes, quand vous les trouvez, parce que pour certaines listes, il n'y a pas de programme aujourd'hui, vous ne verrez pas le mot climat. On est à un moment, juste avant la COP21, les collectivités, la région en particulier, ont un rôle déterminant à jouer. Les 4 plus grands domaines d'émissions de gaz à effet de serre sont l'agriculture, sont les transports, sont le bâtiment et sont les questions d'énergie. Évidemment, des sujets fondamentaux sur la région, sur lesquels la région peut agir. Donc nous, nos propositions, elles sont cohérentes et donc je pense que les électeurs mesureront que nous prenons en considération le climat et les limites planétaires en général pour construire nos propositions. Ce qui n'est pas le cas des autres listes qui souvent peuvent vous faire un peu d'écologie à un endroit mais vont faire du béton ailleurs et vont être dans une contradiction qui n'est pas supportable à ce moment de la COP21. Et Charles Fournier, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le tourisme. Vous voyez ça comment, le développement du tourisme? Alors, je pense qu'on a des atouts tout à fait fantastiques dans cette région d'abord des territoires, une nature et puis une histoire de la culture de manière assez remarquable. Et donc moi je vois un développement touristique nature et culture et qui irrigue le territoire. Je ne suis pas favorable aux grands sites touristiques qui sont aussi des sites de concentration économique du tourisme. La Loire à vélo est de ce point de vue une totale réussite avec des retombées économiques extrêmement importantes sur tout le parcours de la Loire à vélo. Nous on veut développer des véloroutes sur l'ensemble de la région. On pense qu'on a un atout. Nous sommes la première destination vélo dans notre région. Donc là, on a un atout extraordinaire qui en plus permet d'alimenter une économie locale, une économie durable, des emplois durables. Et ça, c'est tout à fait favorable. Donc non au tourisme de masse. C'est pas non au tourisme de masse, non au tourisme concentré dans des sites principaux. Le projet du Puy du Fou, puisque c'est alors un coup qui était à Saint-Aignan aux eaux de Beauval, maintenant on nous parle de Chaumont. Ça, c'est une aberration. C'est évidemment des déséquilibres du territoire. Je vais vous donner un exemple de proposition que nous faisons. Par exemple, les jardins de Chaumont, c'est une véritable réussite. Mais c'est à Chaumont et concentré dans Chaumont. Nous, on propose de lancer un appel à projet qui permettrait de réaliser chaque année 20 jardins extraordinaires un peu partout dans la région. Et des jardins durables, des jardins qui allieraient nature et culture. Et bien ça attirera des touristes dans d'autres territoires. Et je peux vous dire, dans les territoires ruraux, il y a une attente forte d'avoir un modèle économique qui fonctionne parce qu'aujourd'hui, ces territoires se sentent abandonnés de l'économie. Pour Chaumont, c'est assez facile puisque ça appartient à la région. Oui, bien sûr. Et vous pensez que ça pourrait être facile de développer ça ailleurs? Mais un appel à projet de jardin, c'est pas très compliqué. On peut tout à fait demander à ceux qui font les jardins, mais c'est de l'éphémère en plus. Et en matière d'environnement, on pourrait discuter de cette question. C'est nous qui fixerions les règles de cet appel à projet. Il n'y a aucune difficulté. Et je pense qu'il y aura des territoires tout à fait favorables à cette hypothèse. Christine? Vous avez quand même un bilan à défendre aussi, puisque vous avez participé activement à la gestion de la région toutes ces dernières années, en fait, pas seulement sur la dernière mandature. Quelles sont les réussites que vous revendiquer sur les derniers mandats, disons? D'abord, je vous remercie de considérer que ce bilan, il est aussi le nôtre, parce que souvent la question qui est posée, c'est le bilan de François Bonneau. Je crois que c'est un bilan collectif et les écologistes ont largement pesé. Je vous citerai 2 exemples dont j'ai une fierté particulière. D'abord sur la question de l'énergie. On a mis en place un plan climat-énergie extrêmement exigeant, mais qui se traduit très concrètement.
3500 logements sociaux rénovés dans la norme basse consommation. Et donc, c'est une manière de lutter contre la précarité énergétique. Ça, je suis extrêmement fier. C'est aussi les rénovations thermiques dans les lycées. On a fait des avancées tout à fait remarquables. Et puis, un deuxième exemple, Idées en campagne, un dispositif pour soutenir les initiatives dans les territoires ruraux, qui est un dispositif tout à fait remarquable, qui a permis 340 projets, qui a permis de créer des emplois, qui a permis de travailler sur l'énergie relocalisée, qui a permis de travailler sur l'agriculture paysanne, sur la culture. Et d'ailleurs, ça marche tellement que demain, nous, on propose Idées en ville, l'équivalent pour les territoires, et notamment les quartiers populaires, où on pense aussi qu'il y a des énergies qu'il faut pouvoir accompagner. Alors, François Bonneau, la droite dit que François Bonneau a été votre otage durant cette mandature passée et que les décisions ont été prises sous votre influence. Alors, c'est peut-être vous donner une... J'étais très fort. Ouais, j'aime beaucoup que François Bonneau soit notre otage. Franchement, ça me plaît bien comme idée. Ce serait le cas sur l'aéroport, par exemple. Vous remarquerez que la droite et le PS ont voté systématiquement ensemble. Donc, ils étaient otages, mais franchement pas sur tous les sujets. La droite dit aussi que nous sommes dignes d'un régime de Pol Pot, des Khmers verts, des talibans verts. Ça s'appelle des injures publiques. C'est tout à fait scandaleux. Ils ont fait une cible des écologistes à peu près partout, parce que c'est pas que dans cette région. Je sais pas si vous avez entendu, en Loire-Atlantique, un républicain qui dit que les écologistes, à part avoir fait pousser de l'herbe, n'ont jamais rien cultivé. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Xavier Bertrand explique qu'il va chasser les écologistes de la région. Voilà, je pense que c'est aussi parce que nos propositions, elles viennent déranger le modèle qu'ils portent, parce que leur modèle est à bout de souffle. C'est lui qui nous a conduits dans cette situation. Et ce qu'on propose, c'est un virage, c'est une transformation, et ça, pour eux, c'est peu supportable. Transformation, virage, formation, éducation, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, sur la question de l'éducation, je crois qu'il faut continuer à construire le lycée de demain, un éco-lycée, un lycée qui à la fois, évidemment, est un lycée qui sera un lycée d'un point de vue thermique tout à fait de qualité, mais il faut aussi travailler sur les questions de citoyenneté, les questions de laïcité dans les lycées, et non pas dans une vision nationaliste, descendante. Il faut travailler avec les élèves, avec les enseignants, sur cette question de la citoyenneté. Et par exemple, une de mes propositions, c'est au mois de juin. Vous savez, les élèves de seconde, ils ont terminé les cours. Et c'est une vraie problématique pour les parents. Moi, je propose qu'on utilise cette période avec les mouvements d'éducation populaire pour proposer une semaine d'éducation à la citoyenneté, une semaine d'éducation au numérique citoyen, plutôt que de distribuer des tablettes, ce qui me semble pour moi discutable, puisque ça arrive avant les usages, avant le développement d'une culture citoyenne du numérique. Le numérique, c'est fantastique, mais il y a aussi de véritables risques qu'on ne veut pas regarder. C'est en phase écologie et tablette numérique ? Non, parce que c'est la technologie imposée par les tablettes, c'est le Wi-Fi. Et le Wi-Fi partout, pour nous, évidemment, ça pose des problèmes, d'autant qu'en France, on n'a toujours pas adopté de réglementation qui permet de baisser le niveau des ondes, comme c'est le cas en Suède, comme c'est le cas dans des pays scandinaves. Donc pour nous, c'est pas compatible. Pour autant, on ne s'interdit pas d'utiliser ces outils. Mais est-ce le seul outil qui peut préparer l'avenir ? La culture, le sport, il y a des possibilités quand même nombreuses de médias pour former nos jeunes. L'éducation, c'est aussi les bâtiments, les lycées, compétences de la région. François Bonneau a proposé la construction de 2 nouveaux lycées. Est-ce que ça peut être l'occasion de faire une vitrine de l'écologie dans la région avec ces 2 nouveaux lycées, des bâtiments passifs, des bâtiments... Alors, on a déjà fait sur l'agglomération d'Orléans un lycée Beppo, ce lycée Jean Zay. Donc ça, j'ai envie de dire, la démonstration de la capacité à faire, elle existe. Moi, je crois qu'il faut prendre le temps aussi d'analyser ce qu'on appelle la carte scolaire. Il faut regarder comment les effectifs vont évoluer dans le temps. D'ailleurs, la loi NOTRe renforce un peu le rôle de la région à côté de l'éducation nationale pour étudier cette carte scolaire. Je suis plutôt favorable, au moins pour un des 2 lycées. J'ai plus de questions pour le second, mais il faut mettre ça sur la table, regarder pour pas construire et se retrouver demain avec une population scolaire qui diminue ou qui augmente. Il faut regarder sur l'ensemble de la région quels sont les besoins. Notre région n'a pas bougé, elle reste à 6 départements par rapport aux nouvelles régions qui sont immenses. Quelle est la place économique maintenant de notre région centre ? Alors ça, vous voyez, moi je suis pour un autre modèle économique et je ne crois pas que parce que nous n'aurions pas de métropole, nous serions condamnés. Je ne crois pas parce que nous ne sommes pas augmentés en taille, nous allons nous écrouler. La région centre, c'est 1 fois 25 la Belgique. Est-ce que la Belgique a besoin d'annexer le Luxembourg ou les Pays-Bas pour pouvoir exister ? La question de la capacité économique, c'est d'abord aussi une question de capacité budgétaire. On nous compare aux régions d'Allemagne. On a des budgets 10 fois inférieurs au budget d'Allemagne. On est dans un État fédéral, les régions peuvent voter des lois. C'est une question de budget, c'est une question de compétences, et c'est ça les sujets qui auraient dû être mis sur la table plutôt que la question des frontières, qui en plus n'a pas réveillé forcément le meilleur de nous-mêmes.
L'emploi est quand même la grande question qui domine ce scrutin. C'est le grand thème de campagne, je pense, pour tous les partis. Dans le contexte actuel, est-ce que vous croyez qu'il est vraiment possible de créer des emplois verts ? Le chômage a beaucoup augmenté dans la région au cours des 5 dernières années. Visiblement, le levier n'a pas suffi. Alors, je suis en tout cas convaincu que la vieille économie n'en produit pas et elle en détruit. Si je prends l'exemple de l'agriculture industrielle, elle détruit des emplois plutôt qu'elle en crée. L'agriculture paysanne, c'est 2 fois plus d'emplois dans notre région que l'agriculture industrielle. Donc oui, moi je pense que la transition écologique de l'économie, c'est le seul cap qui peut permettre de créer des emplois. Et je vais vous donner quelques exemples pour être un petit peu concret. Si par exemple on parle de transition énergétique, nous on estime, mais c'est une estimation, il faut être prudent avec les chiffres de l'emploi, on estime être capable de créer 10 000 emplois d'ici 2020 dans la transition énergétique. Par exemple, on a le 3e parc éolien de France. Ce parc, il faudra le renouveler, il faut le maintenir, il faut l'entretenir. Là, on a des possibilités d'emploi. Évidemment, pour ça, il faudra aussi préparer la sortie du nucléaire. Une filière de démantèlement est envisageable. Il faut la préparer maintenant, même si la décision est nationale. Dans notre région, on peut travailler sur ces questions. Je pourrais vous parler d'économie circulaire. Réemploi, réutilisation, recyclage. Là, entre 5 et 10 000 emplois sont possibles dans notre région. Il faut s'y atteler maintenant. Dans les territoires ruraux, c'est des activités qui sont tout à fait possibles. Je pourrais vous parler d'économie sociale et solidaire. Dans certains territoires, en particulier en rural, c'est 30% des emplois aujourd'hui. Nous, on propose d'augmenter le budget de l'économie sociale et solidaire à 30% du budget de l'économie. Et on estime qu'on peut créer autour de 15 000 emplois d'ici la fin de la mandature. Voilà, ce sont des potentiels, ce ne sont pas des annonces, ce ne sont pas des promesses, mais ce sont des pistes. Il faut donner un cap à notre économie. Il suffit pas d'injecter de l'argent dans la machine, comme le propose Philippe Vigier. En plus, il propose de faire l'efficacité énergétique dans les lycées, on le fait déjà, pour que l'économie reparte. La ruralité, vous en parlez, c'est aussi une des grosses difficultés de cette région qui a une forme de coupure entre des territoires très développés et puis des territoires beaucoup plus ruraux et en souffrance. Est-ce que pour vous c'est vraiment un axe fort ? Quelles autres solutions vous pouvez préconiser ? Alors, je pense que la ruralité est un thème évidemment essentiel et pour nous, on a fait un petit travail, on a parlé de l'avenir s'invente aussi dans nos campagnes. Moi, je crois qu'il faut sortir d'une vision un peu conservatrice de nos campagnes. Et donc, effectivement, il faut sans doute investir massivement, d'abord pour que ces territoires soient équipés sur des questions essentielles, le très haut débit, sur les questions de santé. Ces territoires ont des retards par rapport à ces questions. Il faut travailler sur les mobilités dans ces territoires. Alors évidemment, il n'y aura pas des trains partout, mais il y a des alternatives possibles au tout-voiture. Il y a une intermodalité qu'il faut inventer, prendre son vélo, rejoindre un bus, pouvoir prendre un train, le tout avec une même carte, avec des tarifs préférentiels. Et puis en matière d'économie, je pense qu'il y a un autre modèle. Il faut arrêter de faire croire aux gens que des grandes entreprises vont venir s'installer, vont sauver nos territoires. Ça, c'est une illusion qui ne marche plus. Par contre, on peut, avec l'agriculture paysanne, on peut, avec l'économie sociale et solidaire, on peut, avec des PME, PMI, qui travaillent sur de la transformation locale, en s'appuyant sur les ressources de ces territoires. Nous avons des ressources fantastiques en matière d'énergie, par exemple. Dans certains territoires, on peut travailler à de la production locale d'énergie. Des services publics, des commerces, tout ça, ça fait un modèle économique pour ces territoires et je crois que c'est celui-là qui est viable. Vous avez parlé de désert médical, mais c'est un désert médical très très important sur notre région, que ce soit en ville ou à la campagne. Hein. Et évidemment, et d'ailleurs, ce qui nous pousse, nous, à ne pas rejeter par dogme l'idée qu'on pourrait avoir des médecins salariés dans certaines maisons pluridisciplinaires, dans des territoires où, effectivement, on a aujourd'hui une vraie difficulté à faire venir des professionnels de santé. Mais j'ajouterais aussi que ces maisons ne peuvent pas être juste des maisons qui font coexister des professionnels. Il faut que ce soit des maisons de projet, des maisons de prévention santé. Il faut travailler sur la prévention santé. Et il faut les ouvrir aussi aux médecines alternatives. Sortons des dogmes, sortons des lobbies. Il faut une médecine qui se travaille sur le bien-être, qui travaille sur la santé en amont, plutôt que sur le soin. Votre agenda pour les jours qui vont venir ? Il est très chargé, comme vous pouvez l'imaginer. Cet après-midi, par exemple, je vais participer au sein de l'hémicycle à la présentation du scénario After, qui est un scénario de transition comme le scénario Négawatt pour la sortie du nucléaire, pour l'agriculture. Et on a fait une mise en œuvre, une mise en perspective de ce scénario pour notre région. Je vais aller assister à ça. Puis sinon, évidemment, on va avoir des grands rendez-vous, des réunions publiques toutes les semaines. On en a prévu une dans chaque département chaque semaine. Donc là, hier soir, j'étais à Dreux. La semaine prochaine, je serai à Châteauroux, puis Chartres, et on finira par un grand meeting à Tours où Eva Joly, Yannick Jadot et Noël Mamère, excusez du peu, viendront nous soutenir. Et du coup, vous l'apercevez comment, cette campagne sur le terrain, votre sentiment
après plusieurs mois. Plusieurs mois, c'est vrai. Moi, Passer à labourer. Depuis le mois de mai, je suis sur le terrain, donc vous imaginez la longueur de la campagne, contrairement à d'autres qui commencent à sortir du bois. Je trouve qu'on a plutôt un écho assez positif et qui est un peu en contradiction avec ce que pourraient dire les sondages. Donc on a plutôt un accueil assez favorable. Maintenant, il y a trois sujets qui me paraissent importants. Le premier, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a l'élection au mois de décembre. Et ça, quand même, on a un travail pédagogique à faire. 35% dans un sondage disaient ne pas savoir qu'il y avait l'élection. Le deuxième sujet, c'est la question du climat et de la COP21 qui était encore trop peu présente et qui est pour moi un sujet essentiel et pour la région. Et puis le troisième sujet, c'est qu'on a un peu de mal à débattre projet contre projet parce que tout le monde n'a pas mis sur la table ses propositions. Évidemment, on mesure bien que certains attendent la dernière ligne droite pour le faire et même voir en recyclant des choses qui sont déjà en cours au sein de la région. Ça, pour la démocratie, c'est pas terrible. Dernière question, deuxième tour, qu'est-ce que vous allez faire ? À ce jour, moi, je me préoccupe d'abord du premier tour. Il faut d'abord parler de notre projet et donc les questions de deuxième tour viendront en leur temps. Maintenant, si contrat de gouvernance est possible, il y aura des règles du jeu sur ce contrat de gouvernance. Si on peut se retrouver autour des propositions du Parti communiste, du Parti socialiste, évidemment, on envisagera une alliance à gauche, mais elle aura des règles très précises. Si les électeurs nous mettent à 5%, on n'aura pas le poids. Si on est à plus de 10%, ce que j'espère, évidemment, on pourra peser très fortement sur le deuxième tour et sur la mandature à venir. Charles Fournier, merci. Merci à vous.